Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette dernière session où nous allons entendre Anne-Laura Stoller, qui est Willy Brandt Distinguished University Professor of Anthropology and Historical Studies à la New School for Social Research in New York, qui a fondé et dirige l'Institut, the Institute for Critical Social Inquiry, et qui est une des membres fondatrices du projet Political Concepts, a Critical Lexicon, qui a donné lieu à plusieurs publications. Elle est spécialiste d'histoire coloniale, d'histoire impériale, d'études coloniales et post-coloniales, de théorie féministe et études de genre. Elle a travaillé sur les politiques du savoir, les épistémologies raciales et l'ethnographie des archives. Parmi ses nombreux livres, en anglais, je voudrais citer Race and the Education of Desire, Carnal Knowledge and Imperial Power, 2002, et plus récemment, Interior Frontiers, Essays on the Entrails of Inequality, 2022. Et puis en français, puisque de nombreuses publications ont été traduites, un livre important, La chair de l'Empire, Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial, paru à la Découverte en 2013. Toujours en 2013, avec Frédéric Cooper, Repenser le colonialisme. Plus récemment, Au cœur de l'archive coloniale, paru aux éditions de l'EHESS en 2019, et qui va paraître très bientôt, en janvier prochain, aux éditions du CNRS, en français donc, un ouvrage « Dans les plis du pouvoir à propos des sentiments ». Linda, c'est à toi. Merci bien, Magali. Avant de commencer, je souhaite tout d'abord vous remercier toutes et tous pour être restés parmi nous pour une journée si longue. Ce n'est jamais très sympa d'être la dernière présentatrice. Enfin, j'étais l'avant-dernière avant Achille Mbembe, mais qui n'est pas parmi nous. Mais j'espère que vous apprendrez des choses de ma présentation. C'est un honneur et un plaisir pour moi que d'être parmi vous pour célébrer dans votre compagnie et en ce lieu si particulier le centenaire de la naissance de Michel Foucault. J'adresse mes plus vifs remerciements à Didier. Merci Didier pour son invitation à prendre la parole sur l'influence exercée par Foucault dans le champ des études coloniales et post-coloniales, domaine dans lequel je travaille depuis près de 45 ans. Je me trouve néanmoins confronté, sinon quelque peu acculé, à une série de paradoxes depuis longtemps identifiés et qui continuent de mettre à l'épreuve cette influence. D'une part, l'appareil analytique et la méthode d'investigation de Foucault ont façonné la substance conceptuelle de ce qui constitue sans doute l'acte fondateur des études coloniales, à savoir la publication en 1978. Alors, ne vous méprenez pas, je parle d'un domaine particulier des études coloniales et c'est en 1978 la sortie de l'orientalisme d'Edouard Saïd. Pourtant, nous savons que les espaces impériaux et les territoires coloniaux qui constituaient la cible principale de l'offensive intellectuelle de Saïd furent rarement des objets d'analyse directe chez Foucault. L'orientalisme marqua à lui seul un changement de paradigme. L'ouvrage fut largement reconnu comme une attaque magistrale contre l'impérialisme européen. Beaucoup y virent également une sorte de manifeste politique, dépourvu de la dimension militante propre à Frantz Fanon, mais qui dénonçait le rôle joué par un monde académique euro-américain dans la production et la légitimation d'un imaginaire profondément déformé qui opposait l'Occident et le reste du monde. Dans cette représentation binaire, le monde semblait organisé selon une ligne de partage fictive. Et pourtant, paradoxe supplémentaire, le texte de Saïd est traversé de part en part par la manière foucaldienne de faire exploser le champ discursif, mais aussi et surtout par sa capacité à rendre cette opération méthodologique accessible à d'autres chercheurs. Et ça, c'est crucial. Ainsi, Foucault, conjointement avec Saïd, se retrouva au sommet d'un phénomène transdisciplinaire largement anglophone, au moment même où une partie importante du monde universitaire progressiste cherchait à redéfinir les rapports entre critique théorique et praxis politique.
Ce qui réémergeait alors de l'héritage des années 60 était une politique du savoir pleinement assumée. La question de l'actualité du savoir et de ses urgences devenait un objet académique légitime. Une fois encore, le paradoxe est frappant. Ce furent précisément les concepts foulcadiens de régime du savoir et les règles qui les gouvernent qui fournirent à Saïd son principal mode opératoire intellectuel. Ces outils vinrent renforcer une disposition déjà profondément ancrée chez lui, le refus radical de se laisser enfermer dans les frontières disciplinaires établies. En mettant en accusation l'impérialisme culturel euro-américain, Saïd s'est affranchi des protocoles académiques traditionnels. D'un autre côté se déployaient des représentations racialisées, dégradantes et érotisées de l'autre. De l'autre étaient exaltées des figures blanches ou blanchies de la civilisation occidentale. Saïd possédait une virtuosité exceptionnelle dans l'analyse littéraire. Pourtant, sa véritable vocation intellectuelle se situait ailleurs, dans la dénonciation inlassable de l'alliance militaire et financière entre Israël et les États-Unis et ses effets destructeurs sur la Palestine. Or, il semble, selon plusieurs témoignages rapportés par Saïd que par Gilles Deleuze, même si peut-être ce ne sont que des rumeurs, mais ça a été rapporté par Saïd et par Deleuze, il semble que Foucault soit demeuré en retrait de ces débats et relativement indifférent à la question du statut colonial de la Palestine. Nombre de chercheurs qui se tournèrent plus tard vers Foucault ignorèrent ce silence ou n'en eurent tout simplement pas connaissance. Il fut rarement évoqué en tout cas. Les spécialistes du colonialisme emportèrent néanmoins avec eux certaines leçons essentielles de son œuvre et retinrent notamment cette idée fondamentale que les rapports du pouvoir ne sont pas dissimulés dans un sous-texte invisible, ils sont là, devant nous, nichés dans les affirmations les plus banales et les plus évidentes du sens commun. Le visible et l'invisible sont là dans le quotidien. Donc, je souhaite démontrer comment fonctionne le colonialisme par la persuasion, bien sûr, mais également par des exercices discursifs qui permettent de s'extriquer de la violence et sur la subsomption dans laquelle ils sont pris. Pourtant, comme je l'écrivais il y a près de 30 ans, observation alors partagée par Robert Young, le colonialisme demeurait largement relégué à la périphérie de la carte analytique de Foucault. Ce n'est pas là qu'il situait ses réflexions les plus pénétrantes sur le racisme d'État ou sur le racisme comme technologie de gouvernement. Son regard ne portait guère non plus sur les configurations coloniales où le nœud serré de la violence, de la peur et de l'anxiété se nourrissait de distinctions racialisées et de catégories qui, à leur tour, étaient les fondations de la logique génocidaire propre aux formations impériales. Si certains ont parfois reproché à Foucault, et d'ailleurs, on l'a vu aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas dans cette salle, mais si certains ont parfois reproché à Foucault d'éluder le politique, l'accumulation des recherches menées depuis lors dans le domaine colonial invite à un tout autre bilan. Mais les recherches cumulées qui aujourd'hui ont acquis leur gravité nous forcent à confronter le monde colonial et suggèrent un tout autre bilan. Ce qui frappe en effet, c'est le caractère profondément politique des travaux qui se sont appuyés sur les concepts particulièrement féconds et sur la précision du vocabulaire analytique de Foucault. Patiemment, minutieusement, parfois avec impatience, les chercheurs ont rassemblé les détails infimes de la contrainte coloniale comme pratique d'analyse. Ils ont exploré les archives coloniales, les documents administratifs, les articles de presse, les correspondances, les lettres jamais envoyées,
afin de comprendre comment les brutalités les plus insoutenables pouvaient être transformées en évidences ordinaires, réduites à de simples incidents regrettables ou simplement effacées du regard public. Les recherches consacrées à l'articulation entre pratiques dissimulées et politiques officielles ont contribué à faire naître une nouvelle conception de la critique et de l'engagement intellectuel. Elles ont permis de voir le contexte dans lequel le politique était enfermé. C'est là que le politique est également mis en question. Si parfois, en dépit des ombres, tout ceci aborde de manière semi-transparente, l'empreinte de Foucault peut souvent être invisible. Cette empreinte est inscrite dans notre manière de lire, d'écrire l'histoire coloniale, dans notre façon de lire les archives et dans le type de questions que nous leur adressons. Elle se manifeste, par exemple, dans la recherche d'une focale rapprochée, permettant une lecture extrêmement fine du banal, de l'ordinaire, de tout ce que nous n'aurions peut-être jamais pensé à observer. On la retrouve également dans l'attention portée aux fragiles points de dissonance que l'on choisit d'explorer. Ainsi, lorsqu'un enfant issu d'un mariage mixte refuse le scénario colonial qui lui est assigné et décide de rejoindre le monde du privilège en vivant avec son père européen plutôt qu'avec sa mère javanaise, il met ainsi en échec l'illusion d'un désir irrésistiblement orienté vers la blanchéité. Ailleurs, une simple mention dans une archive coloniale peut produire un choc intellectuel inattendu. La référence à une colonie pénitentiaire, devenue colonie de peuplement. Le lecteur hésite, relit, se demande s'il s'agit d'un camp militaire ou d'une implantation coloniale blanche. Peut-être s'agit-il de ce que Roland Barthes appelait le punctum, un détail dérangeant qui déstabilise notre regard et ouvre la possibilité d'un autre récit. Produit un choc, nous fait changer d'optique et nous montre qu'il y a une autre histoire à raconter, celle du travail forcé, de la colonisation. Et cela nous permet de parler à la fois de l'histoire des Pieds Noirs et de la Palestine, comme le disait Mizrahi. Mais soyons clairs, tout ceci sont des avant-postes. Donc soyons clairs. Dans cette réflexion, j'ai choisi de ne pas m'attarder sur ce que Foucault n'a pas fait. Je souhaite plutôt étudier ce que son œuvre nous conduit à rejeter, à repenser, à prolonger, à faire autrement, à faire mieux dans l'essor des études coloniales qui suivit sa disparition prématurée en 1984. Nous pouvons observer ces nouvelles synergies dans les travaux qui se sont aventurés dans les vastes espaces et parfois jusqu'aux limites des paysages intellectuels ouverts par Foucault. De nombreux chercheurs ont entrepris d'explorer les épais corridors reliant métropole et colonies, ainsi que les réseaux complexes de personnes, de produits et de profits qui ont redessiné nos cartes du monde. Et dans ce mouvement, les cartographies limitées de Foucault se sont révélées à la fois plus importantes et quelquefois moins importantes qu'on l'avait imaginé. Parfois, alors même qu'il semblait à peine s'engager dans des domaines qu'il avait pourtant contribué à inspirer, l'empreinte de Foucault, à peine visible, se transforme en forme intellectuelle et fait bien davantage que transgresser les frontières disciplinaires. Elle les bouleverse. Le colonialisme n'est plus aujourd'hui évoqué comme une réalité révolue. Notre compréhension contemporaine des conditions qui rendent possible le retour incessant de la matrice coloniale du pouvoir s'élargit aujourd'hui. Foucault donne un poids méthodologique et à tout cela au-delà des figurines du passé. Aujourd'hui, on ne peut parler du colonialisme au passé composé.
les conditions de possibilité nous ramènent à la magie du pouvoir qui s'étend au-delà de l'espace démocratique et pour nous parler d'où vient notre beurre de cacahuète avec tous les problèmes liés à la déforestation, les effets climatiques dans un siècle de plantation. Et tout cela nous amène au feu et aux violences de l'agent orange qui ont cristallisé les corps des Vietnamiens d'aujourd'hui et ceux également des soldats américains qui ont combattu et qui sont aujourd'hui considérés comme des dommages collatéraux. Donc tout ceci nous appelle à la vigilance. Et c'est ce que la critique doit dire. Le travail qui est insolent, qui réfléchit sur lui-même, qui est marqué au fer de la responsabilité, qui est également marqué par la responsabilité des inégalités sociales du présent. Les études coloniales prises dans ce contexte comme un engagement éthique et politique, nous traitent de la durabilité de l'époque coloniale, de la dureté coloniale. Et rien n'est perdu, rien n'est créé, mais les gens refusent de voir aujourd'hui, comme avec les archives du fascisme et l'autoritarisme, les pratiques sont fiers de leurs atrocités et qu'elles nous décrivent de manière détaillée. Looking to just 4 domains in which engagements with both the content and form of Foucault's work is still in this. Ici, nous sommes dans la formulation et je vois cette capacité à travailler de manière politique avec le sens du langage, avec un projet qui presse pour un vocabulaire évocateur, parfois rejoint par Foucault, parfois tout seul. Je pense que le biopouvoir et le fait qu'il se transforme en biosécurité, puis en biopolitique du colon, et le fait de passer par un concept dans une nouvelle trajectoire de protection et de dommage. Je pense aux manières dans lesquelles les archives coloniales, dans leur matérialité, sont devenues des sécrétions de preuves qui produisent des catégories, les catégories qu'elles cherchent à décrire. On peut regarder les histoires de la médecine coloniale comme étant quelque chose qui va étudier, répéter ce que nos jeunes médecins blancs voulaient voir. Les nouvelles études coloniales ont muté avec les travaux qui sont sortis après le 11 septembre. Et aujourd'hui, on peut nommer l'ennemi de l'intérieur pour commencer à parler de certains sujets qui sont produits par les régimes coloniaux et les régimes qui nous font vivre dans une insécurité totalement terrifiante. Les défis sont accompagnés d'une prise de conscience des contradictions qui est liée au regard impérialiste. En 1976, les cours donnés par Foucault au Collège de France et publiés sous le titre « Il faut défendre la société » occupent ici une place centrale. Ils permettent de comprendre les mécanismes qui déterminent qui doit vivre et qui peut être abandonné à une mort prématurée. Foucault montre comment les rationalités meurtrières
d'autodéfense peuvent être élevés au rang de droit suprême de tuer. Les régimes de sécurité prospèrent alors en multipliant sans cesse les menaces et les insécurités et justifient ainsi la nécessité permanente de défendre la société au moyen de dispositifs toujours plus sophistiqués de préparation et de protection, parce que l'on n'est jamais suffisamment préparé. Le véritable héritage de Foucault réside peut-être dans cette double tentation et ce double défi. Élaborer une méthodologie conceptuelle complexe, c'est le mot que j'aime utiliser, c'est ce que je propose à mes étudiants en leur parlant de mes cours de méthodologie. Et ça doit être capable de constituer en elle-même une force politique. Une telle méthode permet de mettre en lumière l'ampleur des dommages sélectifs et des violences ciblées. Ces dommages sont certes matériels, mais ils concernent également la manière dont certains savoirs sont disqualifiés, privés de légitimité, exclus du champ de la connaissance reconnue. Cette question de ce qui compte comme savoir a des conséquences politiques considérables. On sait que tout cela a donc des conséquences politiques et cela nous rappelle que les choses peuvent toujours être différentes. Cependant, la généalogie critique nous rappelle constamment qu'un autre avenir demeure possible. Comme le soulignait Harcourt, les formes de savoir autrefois rejetées peuvent réapparaître. Les généalogies ne suivent jamais une ligne droite. Et comme le disait Harcourt, les généalogies peuvent être ressuscitées. Elles n'ont pas une ligne droite, elles ont des détours, des échecs, des défaites qui méritent d'être racontées. Elles conservent la mémoire de ce que l'une de mes anciennes étudiantes, Carole McGranam, appelait des histoires interrompues. Ces passés recouverts par les récits politiques dominants, mais qui ne sont jamais totalement effacés. Et tout cela porte aussi une promesse de responsabilité politique. C'est ce que Laurence Hirschfeld a nommé le magnifique possibilité préservée des manières d'être, de penser, d'agir, qui demeurent disponibles malgré leur marginalisation historique. Je conçois la généalogie critique comme une manière d'aborder l'histoire en tant qu'organisme vivant, comme une matière organique, enfouie dans le sol, dans la tourbe, devenue cendre, mais toujours active comme pratique politique. Cette approche rejoint le concept de politicalité proposé par Balibar. Ce sont les pratiques et les lieux où subsistent d'autres possibilités de vie collective, des espaces qui refusent d'être gouvernés selon les modalités imposées par le pouvoir. Qu'il s'agisse de la Nouvelle-Calédonie ou des refus opposés par certaines nations autochtones du Canada aux exigences de citoyenneté imposées par les États-Unis, ces expériences témoignent de formes persistantes de résistance. Le grand poète caribéen Derek Walcott a donné une image saisissante de cette réalité lorsqu'il qualifia le colonialisme de crime ulcéreux. Il dit que c'est une pourriture qui demeure lorsque les hommes qui l'ont produite ont disparu. Les mouvements anticoloniaux contemporains cherchent précisément à extirper ces veines encore vivantes et qui continuent de diffuser leurs toxines dans le présent. Le pouvoir ne se concentre pas seulement dans les États coloniaux fantomatiques. Il se déploie surtout sous des formes dispersées qui pénètrent les écologies intimes de la vie quotidienne. L'éducation des enfants, les soins aux malades, etc. C'est ce que Foucault rappelait. Foucault rappelait que ce nous demeure toujours précaire. Et lorsque j'emploie ici le pronom, je le fais dans un sens limité pour désigner ceux dont je connais le travail. Et donc, et tout cela est constitué avant que la question ne soit posée. Donc ici,
Comme je le disais, j'utilise le pronom pour les gens dont je connais le travail et dont je comprends les raisons, ayant motivé les questions difficiles qu'ils ont choisi de poser. Pour beaucoup d'entre nous, il est comme si notre regard avait été équipé d'une nouvelle lentille. La texture et la densité de la violence coloniale apparaissent avec une netteté croissante. Nous devenons progressivement de plus en plus capables de reconnaître le brouillage produit par les proclamations incompréhensibles ou contradictoires, de voir à travers le brouillage qui constitue souvent une stratégie politique délibérée. Les passages rayés, les mots effacés, les corrections visibles dans les documents deviennent alors eux-mêmes des objets d'analyse. Ce sont les moments qui nous permettent de résister à l'urgence. Et cela peut être également une recherche insignifiante qui est très importante. Et on peut se retrouver avec le travail d'Alia Azoulay qui nous parle des archives et des gardiens de ces archives. Ici, la rédaction des archives demande de l'attention et on sait qu'il y a quelquefois une surveillance bureaucratique. Mais comme nous le savons, les changements de nomenclature et de catégorie peuvent avoir des conséquences importantes au niveau des archives et nous amènent à relire dans les plis des archives. Et les archives ne sont plus les mêmes. Et notre regard n'est plus le même après avoir lu Foucault. Beaucoup d'entre nous ont appris à lire avec Barthes, avec Certeau, avec Steiner, Marx, Rosa Luxembourg, Fanon, etc. Mais avec Foucault, beaucoup d'entre nous ont appris, avec tous ces gens que je citais, Stuart Hall ou Samir Amin. Cependant, on peut soutenir que dans les années 90 et au début du XXIe siècle, la manière foucaldienne d'affronter ce qui se passait pour le sens commun colonial a profondément marqué ceux qui osaient remettre en question l'ordre colonial des choses. Et cela ne se limitait pas à la critique de ce que l'on croyait savoir. Cela permettait de poser des questions encore plus exigeantes. Comment savons-nous ce que nous croyons savoir ? Comment est-ce que les administrateurs, les militaires, les bureaucrates coloniaux pensaient-ils eux-mêmes connaître ce qu'ils prétendaient connaître? Et que faisaient les serviteurs de l'Empire lorsqu'ils ne savaient pas réellement ce qu'ils affirmaient savoir? Les récits qu'ils produisaient dans l'ignorance, parfois contraints d'inventer rapidement des explications plausibles afin de satisfaire aux exigences bureaucratiques, constituent eux-mêmes des palimpsestes. Les dossiers coloniaux apparaissent alors comme des couches successives d'interprétation, cherchant à déterminer ce qui peut être considéré comme une preuve légitime. Qui avait commis un meurtre récent? Est-ce qu'une révolte se préparait? Il nous faut savoir quelles sont les rumeurs qui méritent d'être relayées comme appel aux armes. Ce qui pouvait être reconnu comme preuve d'une vérité donnée constituait un excellent indicateur du fonctionnement des régimes raciaux de vérité et de la rigueur avec laquelle ils étaient imposés. James Baldwin désignait cette forme racialisée de vérité par l'expression remarquable « l'évidence des choses invisibles ». Ces réalités étaient pourtant parfaitement visibles. Elles étaient simplement ignorées. J'ai décrit cette capacité à détourner le regard après avoir vu comment une politique de l'indifférence, l'un des traits fondamentaux des formations impériales à travers le temps et l'espace, pouvait se constituer. Car si l'archive était, selon la formule célèbre de Foucault, la loi de ce qui peut être dit, c'était aussi bien davantage. Elle était remplie de notes marginales, d'allusions discrètes, d'interventions brutales.
Les archives coloniales ne se contentaient pas de décrire les catégories raciales, mais elles les produisaient. Mais c'est également dans ces archives que l'apparente solidité de l'hégémonie coloniale pouvait révéler ses fissures et être ensuite mise en morceaux. Où j'en suis au niveau du temps? Il vous reste 5 minutes. Les subjectivités et les formes d'assujettissement étaient beaucoup moins étroitement attachées aux régimes coloniaux de vérité que ne le prétendaient les récits coloniaux eux-mêmes. Qui était réellement européen, selon quels critères, la manière de parler néerlandais, les vêtements, le lieu de résidence, ou bien, comme dans les Andes néerlandaises à la fin du XIXe siècle, un sentiment intime d'appartenance, le fait de se sentir chez soi, quelque part plutôt qu'ailleurs. Ce qui apparaissait alors avec une clarté croissante, ce sont les exclusions et les récits automatiques incorporés à la politique coloniale de la connaissance. Chaque sentiment a une histoire et c'est à nous de le retrouver. Ce qui est devenu de plus en plus visible, ce sont les exclusions, les récits automatiques incorporés à la politique coloniale de la connaissance. Comme dans ce que disait Foucault, nous sommes guidés en partie par l'héritage, nous sommes attachés à retrouver les mots, et ce que disait Foucault, c'est couvre-feu coloniaux, laissez passer, panneaux interdisant dans le Java des années 30 l'accès aux piscines, aux chiens et aux indigènes. Nos fouilles d'archivistes étaient elles-mêmes des projets politiques. Foucault avait appris à retourner l'évidence contre elle-même et à révéler combien les vérités partagées des sociétés coloniales étaient plus fragiles qu'elles ne le prétendaient. À ce stade, comme le disait George Orwell, il était au service de ce qu'il devait faire en tant que colon, mais ne voulait pas faire en tant que sa personne lui-même ou que son lui imaginé. Et il était humilié par l'idée de ne pas tirer sur l'éléphant et de rire ensuite. Et il disait, le masque colonial, le colon blanc porte un masque et c'est son visage qui sourit. Et le masque d'Orwell semble être resté collé à sa peau. La politique de sympathie a été montrée comme le travail d'Ahmad Rai en réfléchissant avec Foucault pour exposer la bienveillance coloniale avec l'allure satisfaisante pour les êtres bourgeois en devenir. Ceux concernés par la coagulation du pouvoir impérial se tournaient vers Foucault, adjacent, se pensant eux-mêmes être au-delà de lui et se retrouvant à ses côtés. Certaines de ces nouvelles pensées ressortent. On tourne les métropoles en colonies et les colonies en métropoles. Et il faut ensuite gérer la géographie raciale de la maladie, qui doit être protégé, qui doit être isolé, etc. Frédéric Gros a élevé le principe de sécurité et d'insécurité à des conditions historiques qui ont légitimé la gestion de l'État. D'autres se sont tournés vers la biosécurité pour voir comment elle dépassait la biopolitique dans sa capacité à cartographier le public et les services publics tels que les services de l'eau, des égouts, etc. Dans les années 50, Stephen Collier a travaillé sur la biopolitique, la sécurité et la préparation. Et il a vu comment nous pouvions commencer à comprendre les méga-forces des formations impériales sans y faire référence. Et on peut citer également le travail de Martin Thomas sur les technologies impériales de renseignement et de sécurité qui
sont affûtés dans les agressions de colonisation au Moyen-Orient. Les infrastructures ont émergé dans ce travail, comme dans celui de Anna Schnitzler ou dans le travail de Didier Fassin, qui nous appelle au retour à la vie comme elle est, une caractéristique de la biopolitique qui attend peut-être ceux qui ont été étouffés par ce que le libéralisme avait à dire. Foucault nous invite à être plus unis que nous ne l'avons été et de travailler dans la généalogie du présent. Foucault nous informe certains des projets de recherche les plus osés et quand Guillaume parle de l'inquiétude de Foucault pour la médecine de l'âme. Nancy Hunt parle de Foucault dans tout son travail sur la logique coloniale. Foucault est un guide, mais ne la guide que sur la moitié du chemin. Elle étudie l'espace liminal de mesures raisonnées et le fait qu'en Afrique, le colonialisme est amené à des dissensions qui ont été produites avec la folie. Laure McNicom nous parle du confinement et de la généalogie dans les hôtels mentaux de l'Inde du Sud, avec des personnes qui sont enchaînées et tout ceci ressort du regard de Foucault, tant en partageant sa vision unique et en restant très proche, comme le dit Hunt, de son désir d'entendre le discours et les sons de la folie. Nous voyons cela dans les pratiques de gouvernance coloniale, car la biopolitique coloniale va décider de qui va survivre, de qui va profiter, en général les multinationales, les grandes plantations, etc. Et tout cela qui reprend les terres des cueilleurs et chasseurs locaux. Il ne me reste vraiment plus de temps, 2 minutes, ok, très bien. Donc, ce qui reste frappant, ce sont les sources à partir desquelles on se retrouve pris dans un réseau colonial de violence et ce que nous en avons appris. Je peux citer François Eval, Pierre Marchery, Judith Revel, Frédéric Gros, Arlette Farge, Luc Paltierini, Arnold Davidson, Hubert Dreyfus, Colin Gordon, tellement d'autres, Ariane Sforzini, Daniel Lorenzini, et tellement d'autres, et beaucoup trop d'hommes d'ailleurs. Et beaucoup d'entre eux qui ont parlé aujourd'hui. Les lignes de communication et d'échange sont vivantes, presque rhizomiques et très ouvertes. Et dans tout cela, l'un des grands défis est de réfléchir à la généalogie critique et de la généalogie en tant que critique comme étant une promesse, une praxis et une politique, ce qui amène ces connaissances disqualifiées au centre des récits sur les usurpations coloniales, sur les luttes par rapport aux terres, aux ressources, aux minerais, au travail. Et c'est dans ces confrontations, dans ces pratiques résilientes, que nous pourrons voir les nouvelles relations de force avec lesquelles que nous devrons gérer aujourd'hui, alors que nos histoires deviennent notre présent. Je vous remercie.